parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Alexandra Jardin, 11h03, bonsoir. Bonjour Alexandra. Bonsoir Cyril, oui, on est déjà le soir pour toi j'imagine. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais, il y aura un peu de bruit, je suis désolé, on est en train de refaire la toiture de la radio, donc on risque d'avoir un peu de bruit aujourd'hui. Ah, c'est pour ça qu'on entend des bruits de marteau-piqueur. Là c'est le cas, voilà. Je passe ton temps. Hein. C'est pas grave, ça fera un peu de rythme. C'est ça. C'est parti, laissez parler les huîtres. Eh ben bonjour à tous, bonjour Cyril, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Laissez parler les huîtres. Donc on a choisi cette semaine de continuer le thème de la semaine dernière qui était l'agriculture, parce que finalement on s'est rendu compte qu'on avait quand même pas mal de choses à dire là-dessus. Vous êtes curieuse vous? Eh oui, c'est vrai. Je suis curieuse, donc je suis allée voir d'autres agriculteurs pour comprendre un peu plus ce qui se passe sur l'île d'Oléron et surtout l'agriculture. Vous savez, quand on parle d'agriculture et d'alimentation, on parle de société. On parle de choix de société. Et c'est exactement ça, on parle de choix de société dans Laissez parler les huîtres. Votre nouveau rendez-vous est fait pour donner la parole à tous ceux qui habitent ou qui sont habités par cette belle île d'Oléron. Laissez parler les huîtres. Que les gens ici, c'est des huîtres. Parce qu'ils parlent pas, ils sont enfermés, il n'y a qu'une rue. Bon, je vous avoue qu'ils sont pas tous sympas quand on les croise, mais la plupart des gens qu'on croise sur l'île d'Oléron sont quand même de bonne humeur et souvent ont des bonnes nouvelles à nous annoncer. T'en arrives aujourd'hui, regardez, ça c'est la bonne nouvelle. Vous aussi, vous l'avez remarqué, ce beau soleil à l'extérieur. Allez, il est temps d'aller en profiter un petit peu, mais avant ça, restez avec nous parce qu'on va apprendre plein de trucs cette semaine. Alors, on s'éloigne un peu là du sujet de l'agriculture. Donc, je suis allée voir dans la rue pour savoir qu'est-ce que vous pensez de l'agriculture et pourquoi les agriculteurs sont en colère. Parce qu'il y a beaucoup trop d'intermédiaires, parce qu'il y a beaucoup trop d'abus des industries, etc. Mais c'est aussi notre faute, hein. Faut acheter du local. Voilà. C'est vrai ça, acheter du local, et vous aussi, est-ce que vous le faites? Alors pour vous inciter à acheter peut-être un peu plus de local sur l'île d'Oléron, je propose de vous présenter 5 portraits d'agriculteurs que j'ai eu la chance de rencontrer et pour lesquels j'ai poussé les portes de leur ferme. On va commencer tout de suite par Rosen Kik. Alors, on a toujours été, nous, avec mon conjoint, dans l'agriculture. Lui, il était plus dans le café. Et moi, j'étais dans l'agriculture familiale au Mexique. J'aidais donc à travers le gouvernement mexicain, on aidait les familles défavorisées à produire leurs légumes. Là-bas, ils ont beaucoup de programmes comme ça, sociaux, qui aident les familles à produire leurs propres légumes, en fait. Donc, on était dans l'agriculture, mais pas ce type-là de maraîchage à grande échelle. Après, maintenant, c'est juste à faire, c'est de l'expérience en faisant, et en se trompant. Donc, on a rencontré Rosen. Rosen est fraîchement installée en tant que maraîchère sur l'île d'Oléron et elle a pu bénéficier justement d'aide à l'installation. Elle nous en parle. On est arrivé sur ce terrain au Gris-Sautière il y a 1 an, qu'on a en fermage. Il y a environ 2 hectares. Et donc, on était accompagnés par une couveuse entreprise sur du partage au début. Donc là, en novembre, on a créé le GAEC. Donc ça y est, maintenant, on vole de nos propres ailes. On compte cultiver au moins 1 hectare cette année. On a sollicité des aides du gouvernement à l'installation pour les jeunes agriculteurs. C'est une aide jeunes installés, donc il faut avoir moins de 40 ans. Faut avoir un projet chiffré, etc. par la Chambre d'agriculture en particulier. Selon les conditions, si par exemple on est en bio, si on est hors carte familiale, ça enclenche encore d'autres paliers, donc ça augmente l'aide. Et du coup, là, ça va nous permettre entre autres d'acheter 2 serres neuves, parce que ce qu'on a pour le moment, c'est des petits tunnels d'occasion, et c'est pas aussi performant, on perd du temps et tout. Alors là, avec cette aide, on va pouvoir acheter ces serres neuves. Et comme vous l'avez entendu de Rosen, comme certains d'ailleurs, elle fait partie des jeunes porteurs de projets que l'île d'Oléron accompagne pour s'installer. Et grâce à ça, elle a pu bénéficier d'aide. On en reparlera plus tard au long de l'émission, car on aura aussi au micro de Radio Demoiselle un responsable de la CDC pour répondre à toutes ces questions que les agriculteurs nous ont soulevées à travers toutes mes rencontres. Je vous propose maintenant d'écouter Philippe Guinaud. Je suis partie à sa rencontre.
Nous, on a une exploitation de polyculture élevage, donc une surface de 400 hectares, 120 hectares à peu près en culture de vente, le reste en prairie et en culture pour nourrir les animaux, et avec un peu de vigne aussi. Donc c'est une exploitation de bovins viande, avec 2 races sur l'exploitation, blonde d'Aquitaine et basadaise. Nous, on fait de la vente directe depuis 2003, et on travaille aussi avec le Super U de la commune. Donc Philippe Guinaud, c'est un éleveur bovin qui est sur l'île d'Oléron, que j'ai rencontré, qui a récupéré l'exploitation familiale qui était là d'année en année et qui a traversé les époques, et qui nous explique la différence et pourquoi il a choisi de se tourner vers l'élevage bovin plutôt que l'élevage laitier. Je suis installé en 89 et j'ai repris l'exploitation de mes grands-parents. Il y avait des vaches laitières à l'époque, mais c'était vraiment l'exploitation typique de l'île d'Oléron d'autrefois. C'était la culture vivrière en fait. Il y avait quelques vaches laitières, un peu de vigne, du sel aussi, mais alors c'était du sel jusque dans les années 60. Après c'était uniquement vigne et vaches laitières, mais vraiment toute petite structure, puisqu'il y avait 6 vaches, 6 ou 7 vaches laitières et puis 3 hectares de vigne. À l'époque, parce qu'il y avait strictement rien, il n'y avait pas de structure sur l'exploitation. Dès partir de zéro, l'investissement était trop conséquent, donc je me suis orienté sur la vache à viande. Les structures sont plus importantes pour faire de l'élevage laitier. Il faut une salle de traite qui n'a pas besoin en production viande. Et puis il y avait à l'époque, ça existe toujours, mais des mises aux normes extrêmement importantes. Vous n'avez pas besoin. Élevage bovin, viande, vous pouvez faire ça pratiquement en plein air. Les besoins de bâtiments ne sont pas les mêmes. Il n'y avait pas d'aide. Maintenant il y en a, mais pas assez conséquente, on va dire, puisqu'on voit bien que l'élevage laitier aujourd'hui, c'est en train de... notamment dans le département, là, c'est un peu catastrophique. Au niveau laitier, c'est un métier... Je pense qu'il n'y a pas plus dur comme métier. Et ces gens-là, ils ne gagnent pas leur vie. Que c'est 365 jours par an, 2 fois par jour. Ça, mais en race à viande, ça n'existe pas. Voilà. Le métier est difficile ici. On a des contraintes, mais ça n'a rien à voir avec l'élevage laitier, quoi. Et donc, comme vous avez pu l'entendre, Philippe nous fait part des contraintes et pourquoi, en tant qu'agriculteur, effectivement, on choisit plus facilement de se tourner vers un élevage bovin plutôt qu'un élevage laitier. Je vous propose tout de suite une petite coupure musicale et puis on se retrouve pour la suite des portraits des agriculteurs. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Et nous sommes de retour sur Laissez parler les huîtres sur Demoiselles. Chaude, froide, n'importe comment, peu importe, comme on les aime. Il faut manger des huîtres, c'est très très bon pour la santé. C'est plein d'oligo-éléments, plein de bonnes choses. Et c'est un produit hyper naturel. Il faut que les gens aient confiance et qu'ils se disent que si on est là et qu'on vend le produit, c'est que du coup tout va bien. De retour cette semaine avec notre thème de l'agriculture. Si vous étiez là juste avant la coupure pub, nous avons pu rencontrer ensemble Philippe, cet éleveur bovin, ainsi que Rosane, cette jeune maraîchère fraîchement installée sur la commune de Dolus. Et là, vous avez pu entendre avec cette envie de nous faire manger des huîtres. C'était Fanny Marié qui était au micro de Demoiselles et on l'écoute tout de suite. Et moi, je suis la présidente des Huîtres Charente-Maritime, qui est la marque collective qui représente l'ensemble des 1000 professionnels du territoire. Tous ceux qui sont sur le département de la Charente-Maritime. La marque collective donc, qui a été créée il y a 10 ans. Et donc, c'est une marque qui vise à promouvoir le territoire. Alors, d'abord, le produit, bien sûr, l'huître, élevé en Charente-Maritime. Ensuite, tout le savoir-faire, le métier, les professionnels du territoire. Et puis le territoire en lui-même, parce qu'on a un très très beau territoire, complètement différent du nord au sud, et où on est 1000 professionnels environ à élever les huîtres. Évidemment, quand on parle d'agriculture, on pense souvent à ce monsieur qui est dans son champ, mais l'ostréiculture fait partie intégrante de l'agriculture, donc nous n'aurions pas pu aborder ce sujet cette semaine sans rencontrer une professionnelle du métier. Et comme vous l'avez entendu, elle porte en tant que vice-présidente justement des producteurs de la région. Et ce n'est pas pour rien que nous avons surtout parlé à Fanny, car cette semaine, Fanny est
à Paris. Et oui, elle est au Salon de l'Agriculture. Voici pourquoi cette semaine, on parle aussi de l'agriculture, parce que le Salon d'l'Agriculture bat son plein. L'occasion peut-être de faire entendre ses revendications. Là, en fait, c'est le comité national qui a monté un stand au Salon de l'Agriculture. Et donc, alors j'y suis à 2 titres, moi. Là, j'y suis en tant que vice-présidente du comité régional et j'y suis en tant que présidente de la marque. Et ils ont décidé qu'il y aurait une journée de salon par région française productrice d'huîtres. Donc, il y a la Normandie, les Pays de Loire, la Bretagne. Enfin voilà, du coup, chacun aura sa journée. Et nous, ce sera samedi prochain, huîtres Charente-Maritime, accompagné de huîtres Marais-Oléron, puisque c'est des GP du territoire. Voilà. Et il y a même une journée où en fait seront invités les huîtres Marais-Oléron avec les reconnaissances de qualité. Du coup, l'année dernière, on y était le premier samedi et là on y sera le dernier samedi. Et la Charente-Maritime, donc ce sera samedi prochain. Voilà, mais moi j'y suis aussi au-delà de ça pour porter les revendications de la filière en Charente-Maritime. Et c'est plutôt mon rôle de vice-présidente. Pour échanger sur les problématiques, les inondations, le changement climatique, enfin tout ce qu'on peut connaître en ce moment au niveau de la filière. Et donc porter les revendications des ostréiculteurs. Et comme vous avez pu entendre Fanny, donc à tous ceux qui nous écoutent peut-être sur Internet, vous êtes peut-être à Paris ou vous nous écoutez aujourd'hui à Oléron et puis vous serez à Paris ce week-end. En tout cas, sachez que les huîtres Charente-Maritime seront représentées au Salon de l'Agriculture. Alors n'hésitez pas à aller les déguster là-bas. Et puis si vous ne faites pas partie de ceux qui se déplacent pour aller au Salon de l'Agriculture, vous pouvez tout simplement déguster des huîtres chez vous, ici, et en profiter. C'est bientôt l'heure de midi, donc on commence tous à avoir faim, n'est-ce pas Cyril ? Moi je les adore, les huîtres. Ah, tu les aimes comment toi ? Je les aime cuites, crues, voilà, il y a pas avec du citron, avec des échalotes, du vinaigre, voilà. Top, moi aussi je les adore. Et du coup, le Salon de l'Agriculture, c'est aussi l'occasion pour les agriculteurs, agricultrices de n'importe quel type d'agriculture que ce soit, de se réunir, de pouvoir se faire écouter, entendre et peut-être avoir quelques réponses sur des revendications. Nous allons justement continuer cette rencontre des différents agriculteurs, car il y en a un qui peut-être est représenté au Salon de l'Agriculture. En tout cas, c'est quelque chose qu'on, pour la plupart, on ignore. C'est un mot et une pratique qui est souvent oubliée. Et j'imagine que vous, comme moi, vous allez tout de suite apprendre quelque chose de nouveau. Alors, je m'appelle Samuel, je travaille là sur le marais, sur le bord de la Pérotine, sur un marais de vins herbes sonnantes. Je produis essentiellement sur la période mai-septembre. Gros sel, fleur de sel, et je vends en majorité sur de la vente directe, donc aux particuliers. La cabane est accessible sans être en bord de route. Sur l'île d'Oléron, on peut faire du sel, c'est pas le cas partout. Dès lors que tu as de l'eau salée, du marais argileux et une fenêtre météo qui le permet. Donc les salines artisanales, c'est marais salant à taille humaine, exploité par l'homme, mais l'homme, pas la machine, et sans industrie derrière. En fait, il n'y a pas de mécanisation possible. C'est une chance, c'est une difficulté, mais c'est une chance, et donc on est contraint de rester authentique. Si c'est pas mécanisé chez nous, c'est que c'est pas mécanisable. Si ça avait été possible, ça aurait été fait. Donc on a mécanisé sur le sud, et l'essor du train au 19e siècle a favorisé en fait la production industrielle de sel et a un peu essoré les salines artisanales du bord de mer Atlantique. Et voilà, comme vous avez pu l'entendre, Samuel est producteur de sel sur l'île d'Oléron. Alors, je m'excuse d'avance, mais pour l'enregistrement de ce micro, la pluie battait son plein sur l'île d'Oléron. Voilà pourquoi la qualité est pas terrible tout le temps, mais ça n'empêche pas la qualité de son propos. Et on continue sa présentation. L'assaut, c'est le sel en vieux français. L'assaut. Dans Saumur, tu vas voir cette racine. Le saunier, voilà, c'est le rapport avec notre nom est lié du nom du produit. Le nom paludier est relié à palus, c'est plutôt le marais. Alors, est-ce que c'est en grec ou en latin, j'hésiterai, mais paludisme par exemple, c'est une maladie de marais. Donc paludier est lié au métier et au site géographique, et nous on est plutôt lié sur le produit. Donc la racine de saunier, c'est ça.
Alors, vous le saviez, vous ? Parce qu'en tout cas, moi, j'ai appris quelque chose. Le mot paludier et le mot saunier sont des mots qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser dans le paysage agriculturel. Et pourtant, ils sont là, bien présents. Et Samuel nous explique justement l'origine de ces marais salants sur l'île d'Oléron, entre autres. Tous les anciens marais salants sont appuyés sur des anciens golfs qui ont été à un moment donné des zones sédimentaires d'eau de mer. L'eau est partie et on a aménagé, elle est partie où on l'a fait partir, on a aménagé des espèces de digues et on a fait des prises sur la mer au fur et à mesure. Et on a creusé des canaux. Et c'est ces canaux qui nous permettent aujourd'hui, des canaux et des bassins, c'est ces bassins qui nous permettent de faire du sel. Ce paysage qui nous paraît naturel, et c'est un site industriel bien ancien. Mais il faut vraiment le percevoir comme ça. Alors aujourd'hui, il se naturalise, c'est-à-dire qu'un marais qui n'est pas exploité pour faire du sel, ou pour de l'huître, ou pour de l'algue, ou pour des coquillages, ou pour quelque exploitation que ça soit, il va se naturaliser. Pour autant, un marais salant, pour qu'il vive, tu as besoin de le gérer en eau. Faire rentrer, faire sortir, maintenir un niveau d'eau, et c'est important. Donc il peut être naturel, mais il doit être avec intervention. Vous aussi, vous avez découvert que le marais salant est une production à la base humaine qui a été réutilisée ensuite pour la production d'huîtres et qui est actuellement réadaptée à ces métiers de marais salant. Et Samuel, justement, nous a parlé de ça. On se fait une petite coupure parce que Cyril a 2-3 petites annonces à nous transmettre. Alors, on l'écoute et puis on se retrouve pour le dernier portrait des agriculteurs. À tout de suite. Laissez parler les huîtres. Et de retour dans Laissez parler les huîtres où nous finissons notre tour des rencontres avec les agriculteurs, et je vous propose tout de suite d'écouter Christine qui est une figure engagée dans le paysage agricole oléronais. Christine Nadreau, agricultrice sur la commune de Saint-Georges-d'Oléron, près du village de Chaucre. On cultive des légumes, des vignes et des céréales. Par rapport à la culture légumière, ça représente une dizaine d'hectares en surface et c'est essentiellement pour une vente directe à la ferme et sur un marché l'été. Pour les vignes, on fait partie de la cave coopérative Les Vignerons d'Oléron. On a environ 22 hectares de vignes. Donc là, nous, on cultive la vigne, on vendange, on porte le raisin à la cave coopérative et c'est la cave coopérative qui transforme, qui fait le pinot, le cognac et les vins de pays. Et ensuite, pour les céréales, on fait partie d'une autre coopérative céréalière à qui l'on vend nos récoltes de blé, de seigle, enfin voilà. Et on en garde quand même une grande partie pour nous parce qu'on a acquis un moulin il y a quelques années et on fait de la farine que l'on propose maintenant à notre magasin depuis maintenant peut-être 4 ans. Et si vous nous aviez suivis la semaine dernière, justement, je suis allée poser la question de savoir qu'est-ce qu'on cultive sur l'île d'Oléron. Et à travers toutes mes rencontres, j'ai été surprise de la diversité des cultures qu'on peut trouver sur notre île. Et justement, Christine fait partie intégrante de ce paysage de diversité d'agriculture. Et je vous propose d'écouter tout de suite comment elle a repris la ferme familiale et comment elle l'a adapté à notre époque. Alors l'origine est familiale. Il y a eu mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, mes parents, et chaque génération a contribué à faire évoluer la ferme, avec un grand virage au moment des années 60-70, puisque ça correspondait au développement technique où il fallait produire, où on a apporté pas mal d'intrants pour augmenter les productions. Mes parents ont été complètement dans ce courant-là parce que c'était le courant de l'époque. Et moi, j'ai fait mes études agricoles au lycée agricole de Saintes et c'était exactement la façon dont on a été formé. Donc on a pris cette... voilà, c'est pour dire que chaque génération a apporté sa contribution. Et puis à la suite de mes parents, enfin en même temps, et puis une fois que mes parents ont été à la retraite, ma sœur et moi, on a continué la structure et on l'a fait évoluer en fonction de notre temps, en fait. Voilà, on est passé en bio parce que il nous semblait que c'était important de le faire par rapport à tout ce qui est la problématique de la pollution des eaux, de la pollution en général, des molécules chimiques qui se retrouvent dans ce qu'on mange, dans l'air. Donc sachant ça, on l'a découvert petit à petit quand même, hein.
au fur et à mesure que moi je regardais des documentaires, des films, que j'écoutais des émissions, que je lisais des articles, je me suis dit j'ai pas le droit de continuer comme si de rien n'était. Donc voilà, on a réfléchi, on s'est formé, on a un peu brassé dans tous les sens, et puis on a pris notre décision. On a commencé par convertir les vignes, et puis après on a converti dans les 3 ans qui ont suivi toute l'exploitation. Et comme vous avez pu l'entendre, donc Christine a choisi de passer toute son exploitation au bio depuis maintenant une dizaine d'années, chose qui n'a pas été évidente pour elle. Elle nous a confié avoir fait face à des insultes, à des incompréhensions par rapport à son choix. Mais c'est un choix qu'elle a décidé, qu'elle a étudié, et étant donné que c'est un héritage familial, je pense qu'elle a fait ce choix également en connaissance de cause. Et comme je vous en parlais juste avant, on découvre tout un tas de nouvelles choses qui sont produites sur l'île d'Oléron, et justement Christine nous parle de quelque chose auquel on ne pense pas souvent, surtout l'hiver. Et puis on a introduit aussi la culture des légumineuses pour l'alimentation humaine. Donc à partir des années 2010, avant même de décider de passer en bio, on a justement dans cette optique de diminuer les intrants, on a introduit dans nos rotations la culture de la lentille, du pois chiche et du pois cassé. Et oui, et maintenant je veux plus vous entendre cet été, plus personne n'aura des excuses pour ne pas faire de houmous 100% oléronais. On a des pois chiches sur l'île d'Oléron. Vous le saviez vous ? Moi je l'ai appris à travers la rencontre de Christine, je peux vous le dire. Alors, pour résumer justement ces différents profils qu'on a rencontrés, vous avez pu vous rendre compte qu'il y avait certains qui reprenaient l'exploitation familiale, comme Philippe, comme Christine, et puis d'autres nouveaux profils qui choisissent de s'installer et de recommencer souvent peut-être un métier oublié, ou d'adapter des nouvelles techniques qu'on a pu découvrir à travers des voyages, comme Rosen qui nous parle de son expérience au Mexique. Et je pouvais pas rencontrer tous ces agriculteurs de l'île d'Oléron, leur demander leurs problématiques, sans avoir au micro de Demoiselle également un responsable de la CDC. Je vous propose donc d'écouter tout de suite Jérôme Pohu. Jérôme Pohu, je suis responsable du service agriculture durable et alimentation au sein de la communauté de communes de l'île d'Oléron, où on est une équipe de 3 personnes sur l'agriculture, donc un animateur foncier, une chargée de mission circuit court alimentation, et moi-même, qui est responsable du service et plutôt en charge de l'installation et l'accompagnement des porteurs de projets et puis des gens également installés. Et oui, Jérôme Pohu fait partie d'une équipe de 3 personnes qui travaillent au sein de la CDC, et leur objectif est de continuer à développer l'agriculture durable et l'alimentation sur notre belle île. Et effectivement, il y a pas mal de choses à faire, pas mal de nouvelles choses à mettre en place, mais avant tout, on écoute surtout les quelques revendications qui sont tombées à notre micro lors des différentes rencontres avec les agriculteurs de l'île d'Oléron. Alors le service en tant que tel, c'était à l'origine depuis 2011, c'était une chargée de mission. Ça a commencé par une volonté politique et puis d'un consensus entre la volonté politique et les collectifs agricoles de l'île d'Oléron. Et ils ont bien vu qu'il y avait une thématique, il y avait des points saillants sur l'agriculture sur l'île d'Oléron. Et il y a une volonté politique de travailler sur les différents sujets, que ce soit le foncier, les friches, accompagnement des porteurs de projets d'installation ou transmission. Donc c'est un peu ce qui a vu le jour en 2011. Et puis ensuite le poste est petit à petit étoffé. Et puis par le biais du contrat de proximité qui s'appelait Oléron 21, qui est un partenariat avec le département de Charente-Maritime, il y a eu un deuxième poste qui était ouvert concernant un poste d'animateur foncier. Et puis après, avec le programme national alimentaire, il y a eu la possibilité d'une embauche d'une personne qui travaille plus sur les circuits courts et l'alimentation, pour monter une équipe de 3 personnes dédiées à l'agriculture au sens large et l'alimentation.
Vous l'avez entendu, Jérôme Pohu nous parlait de son service au sein de la communauté de communes. Je vous propose tout de suite une petite coupure et puis on se retrouve justement, comme annoncé précédemment, d'écouter les revendications des agriculteurs qu'on a entendues à notre micro. À tout de suite. Laissez parler les huîtres. Et de retour dans Laissez parler les huîtres. Merci d'être toujours avec nous. Et comme promis, je vous propose tout de suite d'écouter les différentes revendications que les agriculteurs que nous avons interviewés dont nous ont fait part. Le millefeuille administratif et le besoin de simplification, ça on l'a en commun. La gestion de l'eau, enfin tout ce qui est gestion de l'eau, ça en fait partie. Après, on a aussi nos revendications propres. Alors on peut aussi avoir l'accompagnement, la reprise des établissements. Ça c'est aussi la promotion du métier, ça peut être aussi un point qu'on a en commun. Mais on a vraiment nous des revendications propres par rapport notamment à la qualité de l'eau. Nos coquillages ont vraiment besoin d'avoir une eau de qualité, des nutriments, etc. Et voilà, aujourd'hui, on est victime de pollution avec les inondations. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver des solutions par rapport à ça. Finalement, à travers l'agriculture, il y a plein de problèmes différents qui se posent en fonction de l'activité choisie de l'agriculteur. Et là, vous avez pu l'entendre, Fanny nous fait part de cette crise ostréicole qui a frappé notre pays en fin d'année avec des bactéries qui polluent l'eau, qui sont souvent dues à des fortes pluies, des inondations. Et malheureusement, avec le réchauffement climatique qui nous attend, c'est peut-être la suite de notre avenir. Je vous propose tout de suite d'écouter Christine. Que le drame de l'agriculture aujourd'hui, c'est d'avoir concentré les entreprises et de faire que de la monoculture quasiment, et d'avoir confié la vente des récoltes à des centrales d'achat ou des négociants ou des coopératives qui parfois peuvent nous dépasser largement. Et l'agriculteur lui-même n'est plus impliqué dans la vente de son produit. Alors certes, ça amène des libertés, mais il y a le revers de la médaille, c'est que je partage certaines colères. Par exemple, je trouve scandaleux que le lait soit pas mieux rémunéré. Je pense qu'on voudrait tuer la profession, qu'on s'y prendrait pas mieux, franchement. Et je comprends carrément la colère des éleveurs. Mais par contre, je trouve que quand même, la façon d'avoir organisé l'agriculture en se spécialisant et en confiant la vente à d'autres, ça peut nous pénaliser, quoi. Et moi, j'ai toujours tenu à faire la vente directe, même si ça nous contraint d'être présents et ça nous contraint à des semaines à rallonge, quoi, au niveau des horaires, ça c'est sûr. Je trouvais ça important en même temps que cette semaine du Salon de l'Agriculture, justement, d'aller un peu comprendre les enjeux et les difficultés de chacun. Et effectivement, à leur échelle, chaque agriculteur rencontre des problématiques différentes. Christine nous parle ici d'un problème qui peut être national, de la monoculture. C'est un choix qui certainement peut tuer les professionnels de la profession. Et maintenant, on écoute Philippe. Il va arriver dans les 5 à 10 ans là, au niveau des transmissions, de la pyramide des âges qui arrive là. Beaucoup d'agriculteurs dans l'île d'Oléron vont être en retraite et il y en a très peu du monde derrière. Donc comment que ça va se passer, j'en sais rien. Déjà c'est un métier de passion, mais je pense que c'est un métier de passion, mais comment dire, peut-être de moins en moins. Parce que la société de maintenant, on est quand même une société de loisirs, je pense, et que très peu de jeunes ne se voient peut-être pas bosser 24 heures sur 24 sur leur exploitation. Hein. Mon fils qui est installé avec moi, et lui il a 28 ans, les copains ne comprennent pas forcément son métier. Ils comprennent son métier, mais pas les contraintes qu'il a. Pour ses copains, c'est qu'ils s'organisent mal, ils ne comprennent pas qu'ils soient tout le temps pris. Quand vous avez des animaux, c'est 24-24.
Et oui, certaines contraintes, parfois on les oublie, certains enjeux, certaines problématiques, on passe à côté. Avez-vous, vous, à votre échelle, réfléchi à ce facteur du fait que les reprises d'exploitation familiale disparaissent de plus en plus, parce qu'évidemment, les nouvelles générations qui arrivent ont de moins en moins d'attrait pour ces métiers qui sont souvent difficiles et même décriés par la profession en elle-même. Maintenant, nous allons écouter Samuel. Mais globalement, on mange principalement du sel industriel, les salins du Midi notamment. Et les salins du Midi, c'est une multinationale. Alors savoir des fois au fond de ta salière si c'est pas marqué sel de Camargue. Alors, je pense notamment la petite salière bleue de sel fin là, qu'on voit partout avec la baleine. Le sel la baleine, c'est une multinationale et qui va avoir des salines aussi bien en Tunisie, partout quoi. Donc te dire qu'il est français forcément dans la salière bleue, je suis pas sûr. À travers ces revendications que vous avez pu écouter, une chose se met en lumière avec tout ça, c'est surtout de comprendre qu'un agriculteur a besoin d'un consommateur local, a besoin que le consommateur direct puisse venir acheter son produit, et finalement ce qui est en train peut-être de tuer l'agriculture en France et mondialement, c'est ce côté d'avoir externalisé nos productions et d'importer beaucoup de produits. On écoute Philippe à ce sujet. L'agriculture est dépendante de la météo. Et vous pouvez avoir une bonne année comme une mauvaise année. Ça va très très vite. S'il y a de moins en moins d'agriculture en France et que vous dépendez des pays à l'autre bout de la Terre, à l'autre bout de la Terre aussi, ils ont des contraintes. Ils ont des bonnes récoltes et des mauvaises récoltes. Quid des années où ils auront des mauvaises récoltes? Je pense qu'ils nourriront leur population avant de nous envoyer leur bouffe chez nous. Donc là, ça peut être très problématique. C'est intéressant ce que Philippe nous dit justement. Effectivement, les problèmes différents que les agriculteurs rencontrent peuvent être aussi liés au dérèglement climatique, et le dérèglement climatique ne touche pas que notre pays et touche notre planète entière. Donc il va falloir être vigilant sur les productions, quelles qu'elles soient. Là, nous avons fait le tour des problématiques, on va dire, nationales. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus des problématiques que les agriculteurs rencontrent à l'échelle du territoire oléronais. Et nous retrouvons tout de suite Fanny. On a un produit qu'on ne peut pas mettre à l'arrêt parce qu'on a besoin, même si on ne vend plus, il faut s'occuper de nos coquillages. Donc on a besoin des salariés dans les entreprises pour s'occuper. Donc on a des frais importants. Il y a toute l'inflation qu'on subit nous aussi avec les coûts de l'énergie, les coûts des matériaux, des matières premières, l'explosion des charges, voilà quoi. Et tout ça on le subit. On peut pas augmenter les huîtres non plus proportionnellement. Et en plus augmenter des huîtres sur des marchés ou sur de la grande distribution où on vend pas. Voilà. Vous voyez la situation, on est un peu face au mur. Et oui, on est face au mur. La crise ostréicole a frappé de plein fouet la région, comme je vous en ai parlé. Et c'est vrai qu'on ne mesure pas forcément les dégâts et les pertes pour les différents agriculteurs. Et nous allons écouter les problématiques que Rosen rencontre depuis son installation en maraîchage. On a un produit qu'on ne peut pas mettre à l'arrêt parce qu'on a besoin, même si on ne vend plus, il faut s'occuper de nos coquillages. Donc on a besoin des salariés. Sois vigilant sur les ravageurs qui arrivent, et puis avec le dérèglement climatique, des fois il y a plus de ravageurs, ou il y en a ils sont plus tôt. Là, le dérèglement climatique avec des fortes chaleurs comme ça qui arrivent en été, ça impacte notre production. Il y a 2 ans, il a fait très très chaud, et en fait ça a augmenté les cycles de reproduction d'un ravageur qui s'appelle la tuta, et qui a vraiment une forte influence sur les tomates. Donc on peut en perdre presque toute la production à cause de ça. Et plus il fait chaud, plus elle se reproduit en fait. Enfin, plus le cycle est court de reproduction, plus il y en a en fait. Donc ce dérèglement climatique qui à la fois crée du dégât d'inondations, d'orages, de tempêtes, mais qui aussi met un bazar dans le paysage des nuisibles, quels qu'ils soient, et qui change complètement le visage de notre agriculture, parce que il faut s'adapter sans cesse à tous ces problèmes. Et il y a aussi un autre problème dont Jérôme Pohu va nous parler, et qui est aussi la disparition de certains métiers d'agriculteurs. Il y a aussi la déprise du sel
Voilà, qui fait qu'avant, tous les marais étaient aussi des marais salants à la base. Et il y a eu le développement de l'ostréiculture en parallèle qui a permis de garder pas mal de marais occupés aujourd'hui, mais il y en a une bonne partie et qui ont été arrêtés par le besoin de moins de sel au quotidien avec l'apparition des réfrigérateurs et des exploitations de sel moins rentables parce que des productions industrielles aujourd'hui comme les salins du Midi ou d'autres carrières en Europe qui fournissent du sel à moindre prix, et c'est aujourd'hui, par exemple pour le sel, des pans métiers qui reprennent vie parce qu'il y a un intérêt et pour les locaux et pour les personnes qui viennent visiter l'île d'Oléron. Des métiers qui disparaissent, des insectes ravageurs et un dérèglement climatique. Tout ça n'est pas bon pour la suite, mais on va trouver des solutions, ça c'est sûr. On écoutera tout à l'heure Jérôme Pouilly de la CDC qui nous expliquera les contraintes, les solutions qu'il peut apporter justement aux contraintes de nuisibles que Philippe rencontre. Des contraintes peut-être avec un petit peu l'évolution du climat qui fait que c'est peut-être de plus en plus compliqué, et puis les contraintes de nuisibles. Ça, c'est vraiment le fléau. C'est le fléau léronais. Les sangliers, c'est la tempête en 99. Toujours eu des sangliers dans l'île d'Oléron, mais par contre, ils restaient cantonnés aux forêts domaniales. Et quand il y a eu les tempêtes, ils sont sortis des forêts. Il y a eu pendant plus d'un an des forestiers qui sont venus pour remettre les forêts en état. Ils ont été dérangés et ils sont sortis des forêts. Et en sortant des forêts, ils se sont aperçus qu'il y avait l'autre territoire où ils pouvaient très bien vivre, très bien, parce qu'il y a des friches partout, malheureusement. Et puis ça a pullulé, quoi. De là, ça a explosé. Ça a explosé, vraiment explosé. On est bien aidé par la Comcom, heureusement. Il y a des piégeages, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Aujourd'hui, il y a 800 hectares de vignes dans l'île d'Oléron. On doit approcher la moitié de clôturée à partir du 15 août à cause des sangliers. Et aussi, sur les prairies, c'est peut-être là où on a le plus de problèmes, sur les prairies de pâturage. Et c'est des terrains, sûrement, où ils doivent trouver... Ça doit leur plaire, des terrains pâturés. Et le problème, c'est que c'est des terrains hyper argileux. Une fois que ça a été gratté, le sol a été retourné par les sangliers, il pousse plus d'herbe. Et on ne peut pas y aller en tracteur, donc vous pouvez pas... Donc il y a des endroits, c'est perdu, quoi. Où votre production d'herbe baisse de plus de moitié. Le problème du sanglier, c'est que c'est un problème français. Il y en a il y a des problèmes partout, dans toute la France pratiquement. Alors nous, ça se voit encore plus parce que c'est tellement un petit territoire concentré. Et les dégâts sont démultipliés, je pense. Et oui, le problème des sangliers, si vous n'étiez pas au courant, c'est un vrai fléau sur l'île d'Oléron et c'est un vrai fléau à l'échelle nationale. Donc ça, c'était un peu le tour des problématiques qu'on trouve sur notre belle île, mais faut pas oublier qu'il y a aussi du positif dans tout ça. Le fait qu'on soit dans un territoire fermé, je pense que les gens sont attachés à acheter de la viande d'oléronaise, à acheter du vin, à acheter des légumes. Ils sont très attachés à ça. Et ils jouent beaucoup le jeu, franchement. Une vache par semaine, il n'y aurait pas de problème. Tout ce qui est produit ici, moi je le dis souvent, c'est vendu pratiquement avant d'être produit. Mais le problème, c'est de produire. Le problème, c'est de produire. Et oui, Philippe a bien résumé justement tout ça. Les gens ne cessent d'avoir faim, mais les producteurs sont de plus en plus rares pour nous nourrir. Mais nous sommes quand même allés demander à Rosen qu'est-ce qu'on met dans notre assiette ce midi, qu'est-ce qu'il y a de saison. Alors, Oléron, ça va quand même, on est assez gâtés parce que c'est un climat océanique, tout ça, donc avec des serres, on peut en plus produire toute l'année. Alors, de saison, on peut trouver de la blette, des épinards, de la mâche, des salades, des oignons nouveaux, des carottes, il peut commencer à en avoir. Après, il y a tous les légumes de conservation qu'on aura gardés encore dans un hangar, par exemple, oignons, courges, il y en a encore. Mais en frais, voilà, ça va être... salade radis. Et nous, on fait des plantations, on fait des semis de tout ce qui va venir au printemps et été, quoi. Tout ce qui est au chou rave,
Ça, on pourrait déjà en trouver. Nous, on n'a pas anticipé, mais bon, voilà. Choux ravagés, aubergines, tomates. Ça y est, on a déjà fait les premiers semis de tomates. Et on fait beaucoup de semis d'oignons Saint-Urgent. Autant de le cultiver, l'association est chouette. Donc, on a un très beau cadre de vie. Après, c'est beaucoup de travail. Des fois, on n'a pas autant le temps que ça d'en profiter. Et oui, Rosen nous parle de ce qu'on peut trouver à cette saison et puis aussi des contraintes parfois qu'elle a pu rencontrer dans son métier. Je vous propose tout de suite qu'on écoute Fanny qui nous met à jour sur cet amalgame qu'il y a eu au niveau des bactéries des huîtres. On l'écoute. On a toujours essayé de défendre l'agriculture de l'île et de défendre les produits, de les promouvoir. On a toujours encouragé les installations autant que possible, préserver les terres agricoles pour empêcher qu'elles deviennent constructibles. Moi, je me rends compte maintenant que j'ai toujours milité pour ça, quoi. Et oui, Christine a toujours milité pour se battre et pour protéger le paysage agricole oléronais. Et justement, la CDC fait beaucoup de choses pour installer les jeunes qui voudraient s'initier. Et Rosen fait partie de ces profils et elle nous raconte les avantages dont elle a pu bénéficier à son installation. La couveuse qui s'appelle Champ du Partage, qui a donc qui gère l'espace test agricole à Dolus avec la communauté de communes qui aussi participe. Et donc tout le matériel est mis à disposition. On a juste les graines, le terreau, enfin quelques consommables à acheter. Et donc on peut jusqu'à 3 ans se tester sur l'activité, par exemple maraîchage, mais il y a d'autres, il y a les sauniers, éleveurs, etc. aussi. Et oui, vous avez bien entendu, donc le Champ du Partage est un espace test disponible sur la commune de Dolus que la CDC accompagne justement. Donc n'hésitez pas à contacter la CDC si vous êtes porteur de projet et que vous souhaitez vous reconvertir dans ces métiers-là. Et justement, on va écouter ce que la CDC met en place pour offrir des nouvelles choses aux Oléronais et Oléronaises. Il y a un spectre assez large en fait sur nos différentes missions. Donc on va vraiment de l'amont à l'aval de l'exploitation agricole. Notre but, c'est d'appuyer et d'aider l'agriculture sur Oléron pour qu'il y ait au contraire qu'il y ait le moins de déprises agricoles possible et si possible reprendre des terres agricoles et puis aussi amener de la sensibilisation, amener de l'animation, de la formation aussi pour aller globalement, on parle souvent de la fourche à la fourchette, mais nous d'aller de la friche à la fourchette. Donc c'est d'aller appuyer dans un premier temps de trouver du foncier avec l'animateur foncier qui s'occupe à la fois de créer du lien entre les propriétaires et les agriculteurs ou les porteurs de projets qui souhaitent s'installer. Une possibilité de défrichage. Donc on a beaucoup de terres en friche sur Oléron. Et oui, comme vous l'avez entendu, Jérôme Pohu nous répondait par rapport aux différentes actions qui sont mises en place. Donc si vous voulez vous aussi savoir toutes les actions que la CDC met en place pour vous, je vous propose de les contacter directement et l'accueil vous fera un plaisir de répondre à tout ça. Pour finir cette semaine, et merci de votre écoute, je vous propose de retrouver Marianne, la responsable de l'Écopole, et qui nous parle d'une visite qui aura lieu mercredi prochain, le 6 mars, à partir de 10h au départ de l'île d'Oléron. On l'écoute. Ceux qui cherchent à savoir ce que deviennent les emballages, ce qu'ils mettent dans leur bac jaune, donc les emballages et papiers, on propose une visite du centre de tri qui se situe à Mornac, en Charente. Donc c'est le centre de tri à Trion, le 6 mars. Donc c'est un rendez-vous au départ d'Oléron à 10h pour un retour vers 18h, 18h30. Il faut apporter son pique-nique, mais sinon le transport est pris en charge gratuitement et la visite est gratuite. Donc les inscriptions sont obligatoires au 05 46 47 71 00 et ça permet de découvrir vraiment toute la vie de l'emballage. Donc une fois qu'il part d'Oléron, qu'il arrive à Trion, à Mornac, donc c'est le nom du centre de tri, et qu'est-ce qui se passe, comment il est trié et que deviennent les matières ensuite. Donc la visite, elle est ouverte à tout le monde, n'importe qui peut venir s'inscrire et participer à cette visite.
Nous, notre volonté, c'est vraiment de sensibiliser les personnes au tri, à l'importance du tri, à ce que devient le tri, parce qu'il y a plein de choses qui sont imaginées ou des choses qui ont été vues dans des reportages, voilà, et qui sont pas forcément vraies. Et en plus, parce qu'une fois qu'on a visité le centre de tri, on comprend mieux ce qu'on doit mettre dans son bac et pourquoi on le fait. Donc ça donne du sens en fait à notre action. C'est pour ça qu'on propose cette visite 1 à 2 fois par an pour toutes les personnes qui sont intéressées. C'est très intéressant, vraiment les gens quand ils repartent de la visite, ils ont compris ce qu'il fallait qu'ils mettent dans leur bac jaune ou ce qu'il fallait pas qu'ils mettent et ils ont compris pourquoi et ils comprennent vraiment le sens de ce geste et c'est tout l'intérêt en fait de pouvoir visiter ce genre d'outil. Après c'est aussi un outil industriel très poussé où il y a vraiment de la technologie et il y a aussi des humains, donc c'est vraiment en plus intéressant à visiter d'un point de vue technique. Alors nous, on a une animatrice qui accompagne le groupe, donc au départ d'Oléron, qui donne déjà des explications parce qu'elle emmène la visite tout le temps. Et puis ensuite, sur place, il y a une personne qui est spécialisée là-bas pour faire des visites, pour expliquer le process de tri et qui va expliquer justement toute cette partie-là. Il y a toute une partie sensibilisation avec un petit supermarché zéro déchet. Enfin, je ne vais pas spoiler la visite, mais c'est très très intéressant à voir et à faire, donc faut pas hésiter. Mais donc c'est les collectivités qui organisent des visites et qui encadrent ces visites pour venir visiter le centre de tri. On peut pas y aller comme ça soi-même sans être encadré par une collectivité dans le cadre d'une visite. Alors malheureusement cette année il va y avoir des travaux au centre de tri, donc il y aura qu'une seule date. D'habitude on propose aussi une date en septembre, donc si cette date est loupée, maintenant ce sera l'année prochaine. Merci Alexandra, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci Cyril, à la semaine prochaine. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Eh ben, elle est pas jeunée celle-là, il a foutu sa moumoute dans les huîtres. Laissez parler 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 les huîtres. Laisse parler les huîtres.